Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons traiter la question 3 de la fiche 6. Donc il s'agit de regarder quelques exemples de groupes que vous connaissez déjà, vus en tant que produit semi-direct interne de groupes, de sous-groupes plus simples. Donc, on commence par le groupe symétrique. Alors, dans ce cas, nous savons que, vous avez vu dans l'exercice précédent, dans les fiches précédentes, qu'à chaque permutation, on peut associer sa signature. Chaque permutation sigma dans Sn, on associe sa signature. Donc, notre signature de sigma. Pardon. Signature de sigma, donc qui est plus ou moins 1. On rappelle la signature de sigma est égale à 1 si et seulement si sigma, c'est le produit d'un nombre pair de transposition et la signature est égale à moins 1 si et seulement si sigma, c'est le produit d'un nombre impair de transposition. En particulier, si j'ai une transposition, sa signature, elle est moins 1. Donc, donc la signature, c'est une application donc, de Sn vers plus ou moins 1, plus ou moins 1. Donc ça, c'est un groupe, plus ou moins 1, avec le produit, c'est un groupe. En fait, c'est isomorphe à Z sur 2Z. Et c'est un morphisme. Donc, le noyau de cette application, de ce morphisme, donc l'ensemble de sigma tel que, de sigma dans Sn, tel que la signature de sigma soit égale à 1, ça s'appelle donc ça s'appelle on appelle ça AN, le groupe alterné sur un élément. Donc, puisque c'est le noyau d'un morphisme, c'est un sous-groupe distingué de Sn. Donc voilà, on a trouvé un sous-groupe distingué de Sn. Donc je vous rappelle, si je veux donc, ok, peut-être j'aurais dû commencer. Pourquoi je fais tout ça? J'aurais dû commencer peut-être par
Pourquoi je fais tout ça? Parce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut? On veut exprimer Sn comme produit semi-direct interne H avec K, ok? HK de sous-groupe de Sn. Et pour cela, il faut trois conditions. Une, c'est que HK soit égal à tout Sn. L'autre, c'est que H inter K soit trivial. Et finalement, il faut que bon, vu l'ordre dans lequel je le fais, il faut que H soit un sous-groupe distingué de Sn. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Pour trouver de tels sous-groupes H et K, bon, je cherche déjà ce que je peux trouver comme sous-groupe distingué de Sn. Donc, j'en ai trouvé un. Et c'est le plus naturel, en quelque sorte. Je trouvais un sous-groupe distingué de Sn, tout simplement en fabriquant un morphisme. Et en considérant son noyau. Ok, donc ce sera, du coup on prendra H égale à N. Donc le noyau de la signature. Le groupe alphabet. Très bien. Qu'est-ce qu'on va prendre comme cas? Alors, là, je me permets de revenir vers l'exercice. Bon, en fait, on a vu, on l'a vu en cours. Je crois de toute manière, c'est fait dans l'exercice 1. On sait que dans ce cas, si jamais j'ai toutes ces hypothèses, alors, avec ces hypothèses, H va forcément être isomorphe à Sn modulo, pardon, le contraire, K va forcément être isomorphe à Sn modulo H. Donc ça, c'est l'exo 1 de la fiche 6. Et normalement, on l'a déjà fait en cours. Donc, c'est quoi ici le groupe que je cherche? Donc, ce serait quoi K? Ce serait donc ici, K doit être isomorphe à Sn modulo AN. Donc, c'est le Sn modulo le noyau de la signature. Donc, ça, c'est encore d'après le premier théorème d'isomorphie, c'est isomorphe à l'image de l'application signature, ce qui est tout simplement plus ou moins 1, ce qui est isomorphe à Z sur 2Z. Enfin, c'est l'unique groupe à 2 éléments. Donc, K doit être un groupe à 2 éléments. Un sous-groupe à 2 éléments. Alors, lequel? Il y en a plusieurs. Alors, on regarde à nouveau l'exercice 1 et en fait, l'exercice 1 nous donne encore une indication,
Ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, ce qu'il nous faut, c'est trouver une section de la signature. C'est-à-dire, si je reviens à l'exo, donc on va se motiver un peu par l'exo 1. Donc, idée, motiver. Par l'exo 1. Donc, on a AN qui se plonge, donc c'est un sous-groupe en fait, c'est l'identité, plonge dans SN. Lui après, il se projette, ça c'est la signature, sur plus ou moins 1. Et l'idée de l'exercice A, c'est de dire que je peux exprimer SN comme produit semi-direct de AN, du sous-groupe AN et d'un sous-groupe qui est isomorphe à plus ou moins 1, si et seulement si je trouve une section là, une section de la signature. Bon, là, ce sera du coup très simple. Donc, K, ce sera l'identité et encore un sigma. Et il faut que, pour que ce soit, bon, déjà, il faut que ce soit un sous-groupe. Donc, il faut que sigma au carré soit égal à l'identité. Il faut que ce soit un groupe à 2 éléments. Okay. Et pour que ce soit une section, et il faut que la signature de sigma soit égale à moins 1. Si j'ai ces deux conditions-là, alors K qui est égal à sigma, c'est un sous-groupe à 2 éléments, et l'application qui envoie moins 1 à sigma, et évidemment 1 à l'identité. Donc c'est un morphisme, et c'est une section de la signature, parce que du coup, j'applique la signature et je retombe sur moins 1. Donc cette application-là, elle va envoyer 1 à l'identité et moins 1 à sigma. Je n'ai pas beaucoup de possibilités. Et comment je vais trouver comment je trouve un sigma qui vérifie ces deux propriétés? En fait, il y a un choix extrêmement naturel. Une transposition, toute transposition vérifie ça. Toute transposition sigma égale IJ vérifie ça. Sigma au carré, évidemment, c'est l'identité. Je change IJ, je rechange IJ, je retombe sur ce que j'avais au départ. Et C, alors je reviens à... Alors je remonte un peu. Je rappelle que la signature est égale à moins 1 si seulement si sigma c'est un produit d'un nombre impair de transposition. Et bien, une transposition, c'est le produit d'un nombre impair de transposition. Donc, la signature d'une transposition seule, c'est toujours moins 1. Bon. En fait, je suis en train de me répéter un peu. OK, donc on prend, on choisit. Alors, OK, donc il y a un choix un peu arbitraire ici. Là, c'est pas... Là, on ne peut pas vraiment éviter ça. On va faire un choix un peu arbitraire. Donc, on choisit une telle transposition, qu'est-ce que je fais? Une transposition sigma. Par exemple, on peut toujours prendre sigma égale juste la transposition la plus simple, 1, 2. Donc, on choisit une transposition, on pose K égale identité sigma, donc ça c'est le sous-groupe
engendré par sigma. Et alors, on peut revenir à l'exercice. Donc, toutes les vérifications, en fait, mettons qu'on va faire, en fait, d'une certaine manière, elles ont déjà été faites à l'exercice 1, vu que l'application qui envoie 1 à l'identité et moins 1 à sigma, c'est une section. Donc, on retombe dans le cas de l'exercice 1, mais ce n'est pas très compliqué de vérifier à nouveau. D'un côté, K, alors je vais le faire une fois. Peut-être dans les exemples suivants, je vais juste évoquer l'exercice 1. Ce n'est pas utile de refaire des choses. Donc, K inter AN, c'est quoi? Bon, on regarde. C'est tous les éléments de K qui ont signature 1. Bon, donc K, il y a E qui a signature 1 et sigma qui a signature moins 1. Donc, c'est forcément E. Sigma n'appartient pas à N. Maintenant, je veux dire que K fois AN égale à SN. Bon, alors encore une fois, je peux le vérifier comme dans l'exercice A de manière un peu plus, comment dire, générale, mais là, on peut donner une vérification très, très facile. Toute permutation, tout taux dans sigma n, pour tout, on va dire comme ça. Pour tout taux sigma n, bon, si la signature, si la signature de taux est égale à 1, alors taux O déjà appartient à n, qui inclut évidemment dans AN. Alors pourquoi j'ai mis le cas ici? On va mettre le cas de l'autre côté. On va mettre le cas comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne change rien, mais c'est comme ça que je pense. Okay. Voilà. Et si la signature de taux égale moins 1, ça veut dire que, alors la signature de taux fois sigma va forcément, comme sigma c'est une transposition, donc si taux c'est un nombre impair de transposition, alors taux fois sigma c'est un nombre pair de transposition, donc ça va être égal à 1, taux sigma appartient à n, et du coup, taux appartient à n, sigma inverse. Bon, mais sigma inverse c'est sigma, donc c'est AN. Sigma, et ça c'est inclus dans AN. Okay. Donc, de toute manière, tout élément de Sn appartient à ANK, donc on a ça. Et on a déjà dit, AN, c'est un sous-groupe distingué de Sn. Donc, conclusion. Sn égale AN, produit semi-direct interne E sigma, quel que soit sigma une transposition. Voilà le cas du groupe symétrique vu comme produit semi-direct. On fait une chose très similaire avec le groupe diédral. En fait, on a déjà fait ça en cours, peut-être un peu vite. On peut revenir un peu au détail. C'est très similaire à ce qui s'est passé avec Sn. C'est-à-dire que ici aussi, en quelque sorte, on a dans le groupe diédral, donc le groupe de symétrie du n-gon régulier
il y a deux types de symétrie dans Dn. De rotation et des réflexions. Et l'ensemble des rotations c'est un sous-groupe du groupe diédral. La composition de deux rotations, c'est une rotation. L'inverse d'une rotation, c'est une rotation. Donc, c'est bien un sous-groupe. Et évidemment, ce n'est pas vide parce que ça contient l'identité, parce que l'identité, c'est bien la rotation par angle 0. Donc, c'est un sous-groupe de Dn. Et bon, quelles sont les rotations? Rotation par 1 sur n, par 0, par 1 sur n, par 2 sur n, jusqu'à par n-1 sur n, et rotation par n sur n de tours, donc rotation par tour entier, bah, c'est à nouveau l'identité. Donc, en fait, c'est isomorphe. AZ sur MZ. De surcroît, c'est un sous-groupe distingué parce que, donc, parce que c'est un sous-groupe d'indice 2, en fait, et tous les sous-groupes d'indice 2 sont toujours distingués, ou sinon, donc, pourquoi R, c'est un sous-groupe distingué de Dn, deux possibilités, donc c'est d'indice 2. Tout sous-groupe d'indice 2 et 10 distingué, ou tout simplement parce que on a le fait que rotation fois réflexion, c'est égal à une réflexion, et réflexion fois réflexion, c'est toujours une rotation. Donc maintenant, prenez une réflexion, donc si R est une rotation, et S est une réflexion, alors S, R, S inverse, qui est d'ailleurs égal à S, R, S, est une rotation. Donc, si je conjugue par une rotation, évidemment, je reste dans la rotation, multiplie rotation, rotation, et si je conjugue par une réflexion, eh ben, je reste toujours dans les rotations. Donc, finalement, si je conjugue par n'importe quoi, si je prends une rotation et je la conjugue par n'importe quoi, que ce soit une rotation ou une réflexion, eh ben, j'obtiens toujours une rotation. Donc, c'est un sous-groupe distingué. Bon, ça aussi, c'est une chose que vous avez déjà fait. Donc, c'est quelque part un peu analogue. Les rotations sont analogues au... Le sous-groupe de rotation est un peu analogue au sous-groupe alterné
du groupe symétrique, qui lui aussi d'ailleurs était d'indice. Et la suite, il est aussi très similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, si, donc je vais prendre R comme étant le groupe H pour le produit semi-direct, et maintenant on prend S dans Dn, une réflexion quelconque. Alors, il n'y a vraiment pas de choix canonique, il faut juste en choisir une. Et du coup, on pose K égale le sous-groupe engendré par le sous-groupe engendré par S, qui consiste juste en quoi? L'identité S, puis S au carré, c'est à nouveau l'identité, parce que c'est une réflexion. Voilà. Et on vérifie les propriétés habituelles, c'est-à-dire R inter K. Donc, quels sont les éléments ici qui sont des rotations? S c'est une réflexion, ce n'est pas une rotation. L'identité, c'est une rotation. R fois K, on vient de le dire tout à l'heure. Tout élément est... Pardon. Si je prends... Si j'ai une rotation, voilà, une rotation, elle est ici. Et si j'ai une réflexion, non, on va dire explicitement. Si X dans Dn est une rotation, alors X appartient à R qui fait partie de RK. Et si c'est une réflexion, alors XS est une rotation, parce qu'on a dit réflexion fois réflexion est une rotation, donc XS est une rotation. Donc X appartient à RS, qui est inclus dans RK. Donc vous voyez, c'est vraiment très très similaire de ce qu'on a fait tout à l'heure. Et finalement, et voilà. Et finalement, on a déjà dit que R était un sous-groupe distingué. Donc c'est fini. Conclusion. R, un sous-groupe distingué. Conclusion. Dn, c'est le produit semi-direct de R. Des rotations avec le groupe engendré par n'importe quelle réflexion. Pardon, sigma c'est S. Aujourd'hui, hop, S ou S et n'importe quelle réflexion. Maintenant, on peut aussi voir que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça marche aussi, c'est-à-dire que, bon voilà, on peut définir une application. Le quotient de Dn par R, c'est bien le groupe à deux éléments, c'est bien isomorphe à K. Donc l'exercice 1, ça ne fait pas partie de la question ici, mais l'exercice 1 s'applique ici, on peut vérifier que tout se passe bien. Bon, ok. Très bien. Passons maintenant au troisième cas. Et là, ça commence à devenir un peu plus compliqué. En fait, il y a plusieurs choix. OK. Pas tout à fait. Je vais vous proposer deux manières de présenter GLNK comme un produit semi-direct de sous-groupes.
Et je vais le faire d'une manière très similaire à celle qu'on a fait, en utilisant un peu les idées, encore une fois, de l'exercice 1. Sauf que la deuxième manière ne marche pas pour tous les corps. Elle marche pour certains corps. Elle marchera pour le corps complexe. On fera ça, disons, pour le corps complexe. Alors, d'abord, le cas général. Donc, le cas, donc, voilà, on prend G égale G, L, N, K. K est un corps. Donc, les matrices NN inversibles. Et je vais encore une fois le présenter comme produit semi-direct. Alors, si je suis encore une fois les idées de l'exercice 1, je veux un morphisme naturel. Je cherche un morphisme naturel de ce groupe dans un autre groupe. Et dans ce cas, il y a un morphisme très naturel. C'est le déterminant. Le déterminant, c'est un morphisme qui va de GL, N, K dans le groupe multiplicatif de K, qui est GL1 de K. Le déterminant est multiplicatif. Le déterminant de produit de deux matrices, c'est le produit des déterminants, donc c'est bien un morphisme. Son noyau, c'est l'ensemble des matrices A dans G, L, N, K, dont le déterminant est égal à 1. C'est exactement ce qu'on a appelé le groupe linéaire spécial avec coefficient de K. Très bien. Voilà. Et l'image, c'est tout. On peut toujours, comme on peut toujours multiplier le déterminant par n'importe quel élément non nul de K, on multiplie par exemple. Si je multiplie la première ligne, je prends l'identité et on va le dire plus explicitement, des surjectifs, par exemple, quel que soit T, donc K, paf, j'ai la matrice qui est T et après que de 1 et le reste c'est 0. Ça, c'est une matrice dont G, L, N, K et le déterminant de cette matrice, c'est bien T. OK? Donc, on est à nouveau dans la situation décrite dans l'exercice A, c'est-à-dire j'ai mon groupe G, qui est GLN de K. Il admet un morphisme surjectif sur le groupe multiplicatif de K. Et puis, j'ai le noyau SLN de K, qui est juste le noyau. Et ça, c'est le déterminant. Et c'est ce qu'on appelle une suite exacte courte. Bon, formellement, il faut ajouter... Okay, pardon. Ça, c'est bien ce qu'on appelle une suite exacte courte. Et du coup, en suivant les idées de l'exercice 1, ce qu'il me faut maintenant, c'est de trouver une section. J'ai ma section, elle est là. Je viens de la donner en fait. Alors, je vous propose une section, donc on va l'appeler S pour section. Donc je définis S de K plus, de K fois, pardon, donc G, L, N de K. Elle va envoyer T à la matrice qui a T là, après que de 1 sur la diagonale. C'est une matrice diagonale.
et puis rien ailleurs. C'est-à-dire quand je n'écris rien, c'est que c'est 0. Alors ça, c'est un morphisme. Si le produit de cette matrice avec T et T', ce sera la matrice avec T, T'. Donc c'est un morphisme, c'est bien un morphisme. C'est bien un morphisme. Bon, il faut écrire quelque chose. Je ne vais pas l'écrire. Ça ne veut pas dire que vous êtes exonéré de l'écrire, c'est juste que moi, je ne vais pas l'écrire maintenant. C'est un morphisme et c'est une section. I, quel que soit T dans det de S de T, c'est égal à T, si bien que det composé avec S, c'est l'identité du groupe K. Enfin, K fois, K plus, K fois. OK. Okay. Et c'est bien une section. Donc, d'après l'exercice 1, GLN, K, c'est le produit semi-direct de SLN, K et l'image de S, c'est-à-dire l'ensemble des matrices T et après que des 1, matrice diagonale avec T suivi de 1 pour T dans K. Donc, ce sera encore isomorphe au produit semi-direct de SNK avec K fois. Donc ça marche dans le cas général. Maintenant, dans un cas particulier, on peut trouver une autre section qui donne un résultat peut-être légèrement plus joli. Donc, cas particulier. Alors, j'ai besoin de faire une hypothèse sur K. Alors, je peux supposer que le minimum qu'il me faut, c'est qu'il admette des racines énièmes. Je peux supposer qu'il est algébriquement clos. Écoutez, supposons tout simplement que K égale C. Dans ce cas, ah non. Non, en fait, ça ne marche pas. Parce que ça ne marche pas, parce qu'il faut choisir... Non. C'est beaucoup plus compliqué. Pardon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Non, parce qu'il faut que la racine énième, en plus, elle soit unique. OK, cas particulier où K égale R et N est impair. Dans ce cas, la racine énième, elle existe et elle est toujours unique. Pour chaque T dans R fois, il existe un unique, on va appeler racine énième de T, tel que si je prends la racine énième de T et je le prends à la puissance N, ça va me donner T. Okay. Si N est pair, alors ça ne marche pas parce que pour les T positifs, j'ai 2 racines et pour les T négatifs, je n'en ai aucune.
Et si je prends k égale c, alors j'ai toujours n racines possibles et j'ai aucun moyen de choisir une parmi elles. Donc, il me faut, okay. Donc je vais supposer que, c'est un cas un peu particulier, du coup je ne sais pas pourquoi je le traite, mais puisque j'ai commencé, on va le faire. Alors on va rester avec cette couleur bizarre parce que c'est un peu, voilà. On va travailler, on va faire ce cas. Dans ce cas, on a une autre possibilité. Autre possibilité de définir une section assez différente. Donc, je vais l'appeler S', S' de R fois dans GLN R, qui prend T et lui associe la matrice racine énième de T, racine énième de T. C'est-à-dire la matrice racine énième de T fois l'identité, fois la matrice identité en N. Le déterminant de ça, c'est quoi? C'est bien le produit sur la diagonale. C'est bien T. D'accord? Det de S' de T, il va bien être égal à racine énième de T à la puissance N, c'est-à-dire à T. Donc, on a bien det composé avec S' égale identité de R fois du groupe multiplicatif de R, et donc S' est bien une section. Donc, conclusion, toujours par l'exercice. Hein. Vous voyez que c'est beaucoup plus facile d'évoquer l'exercice 1. On a fait quelques vérifications une fois pour toutes, et maintenant, c'est beaucoup plus facile de les appliquer. Et G, L, N, R est égal à S, L, N, R, produit semi-direct, le groupe. Alors, Alors, quelle est l'image? Bon, alors c'est quoi l'image? Ici, je vais mettre l'image de S'. Alors, calculons vite fait quelle est l'image de S'. Quels sont les réels qui sont des racines énièmes d'un T non nul, parce que je prends que des T non nuls? Eh bien, je prends n'importe quel T, n'importe quel réel non nul, je le prends à la énième puissance, bah, c'est la racine énième de son énième puissance. Donc, c'est tout R fois. Donc, c'est... en fait, je peux écrire tout simplement, c'est tout T fois identité pour tout T dans R pour la somme R fois, parce que tout T non nul est la racine énième d'un autre T non nul de sa énième puissance. Alors, je vais faire juste... Et tout ça, évidemment, ça c'est toujours, on dit toujours pour N R. Alors, ok. Il y a une certaine remarque à faire par rapport à ce qu'on vient de faire, mais on va la faire tout de suite lorsqu'on parle de la quatrième question de l'exercice qui est ces produits semi-directs sont-ils directs? Pardon. Direct. Alors, le premier. Alors, ok, je rappelle, donc, c'est quoi un produit semi-direct? Produit semi-direct, c'est G égale
H produit semi-direct K, si et seulement si H est un sous-groupe. Pardon. Si, c'est bon, si. On va dire comme ça. HK égale G, H inter K égale l'identité et H est un sous-groupe distingué de G. C'est un produit direct si aussi K est un sous-groupe distingué de G. On a montré ça. Ce n'est pas la définition d'un produit direct interne, mais on a vérifié que c'est équivalent, c'est-à-dire que dès que il faut que H et K commutent entre eux ou de manière équivalente. Ah, en fait, peut-être. Bon, on verra. Ou d'une manière équivalente. On va donner les deux conditions, après on verra laquelle on utilise. D'une manière équivalente. Lente. Si et seulement si K et H commutent. Alors, lequel on va utiliser? Bon, on va essayer au hasard. Alors, premier cas, c'était Sn était égal à An, le sous-groupe, le groupe alterné, produit semi-direct avec n'importe quelle transposition. Et le sous-groupe engendré par n'importe quelle transposition. Bon, on a déjà, donc par exemple, donc sigma, c'est égal à la, quelque chose de forme AIJ. Alors, sauf le cas extrême, on va supposer que n est au moins 3, sinon il y a des supposons que n est au moins 3, sinon le groupe, de toute manière, n c'est le groupe trivial. Supposons que n c'est au moins 3. Dans ce cas, je peux toujours trouver un... Et vous savez quoi? Supposons aussi que sigma, en fait, est égal tout simplement à 1, 2. C'est pas bien grave. Juste pour trouver un exemple, donner un exemple, je veux montrer que sigma, que ce n'est pas un sous-groupe distingué. Donc, si sigma égale à 1, 2, alors si je fais 1, 3, sigma 1, 3 inverse, donc c'est ça, donc c'est 1, 3 sigma 1, 3. Donc, on sait comment conjuguer des permutations données par des cycles, ça va donner 3, 2, qui n'est pas égal à, qui n'appartient pas, pardon, qui n'appartient pas au sous-groupe engendré par sigma, donc le sous-groupe engendré par sigma n'est pas distingué. Donc, d'après le premier critère, comme ce n'est pas un sous-groupe distingué, le produit n'est pas direct. Le rôle, ça c'est le rôle de le AN, on joue le rôle de H, le sous-groupe engendré par sigma par une transposition joue le rôle de K, et ce n'est pas un produit. Enfin, le K n'est pas distinct. Maintenant, je supposais que sigma était, donc, par exemple, d'accord, donc, maintenant, si dans le cas général, je prends un troisième, si J comme n est au moins 3, je prends un K qui n'est ni I ni J, et ça marche exactement de la même manière. Je fais IK, ça marche de la même manière. Okay, donc, de manière générale, si K n'est pas égal à I ni à J, alors IK
K inverse égale KJ, qui n'appartient pas au sous-groupe engendré par IJ. C'est exactement la même chose, c'est juste que j'écris 1, 2, 3 au lieu de IJK. Ça marche exactement de la même manière. Donc, le premier n'est pas un produit, c'est un produit semi-direct qui n'est pas direct. Le deuxième, donc dn est égal aux rotations produit semi-direct avec n'importe quel, le sous-groupe engendré par n'importe quelle réflexion. Encore une fois, normalement, alors utilisons le deuxième critère, est-ce que R, donc ça joue le rôle de H, ça joue le rôle de K, est-ce que toute réflexion commute avec toute, est-ce que toute rotation commute avec toute réflexion? Vous savez déjà que non, parce que, ou autre manière de dire, c'est que les réflexions ne sont pas un sous-groupe distingué. Bon. Normalement, vous avez déjà fait tous ces calculs-là au TD lorsque vous avez étudié le groupe diédral. Donc, voilà. Donc, on suppose toujours que N n'est plus... voilà, alors, on va dire, OK. S n'est pas distingué. Le sous-groupe engendré par S n'est pas distingué. Alors, oui, pour ça, il faut supposer que n est égal au moins à 3, encore une fois, mais oui, de toute manière, on n'a pas défini dn. Dn est défini pour n au moins 3. Donc, n toujours au moins 3. Donc, S n'est pas distingué, donc produit non direct. OK. Troisième cas, c'était GLN de K isomorphe à... Enfin, non, c'est pas isomorphe, c'était égal. Alors, on avait deux possibilités. La première possibilité, c'était SLNK produit semi-direct avec le groupe de matrices T, la diagonale avec T et après de 1, T dans K. Hop. Et encore une fois, donc ça joue le rôle de H. Ça joue le rôle de K. Et le plus simple, ce serait de montrer que ces deux groupes ne... Alors, je veux montrer que ces deux sous-groupes ne commutent pas. Alors, par exemple, je veux prendre une matrice dans SLN de K. Alors, je vais prendre la matrice suivante. Je vais prendre ici un bloc de 2 et je vais mettre donc, 0, 1, moins 1, 0. Et après, je vais mettre que de 1. Donc, ça, c'est bien une matrice de déterminant 1. Donc, je vais prendre ça. Donc, ça appartient à S, L, N de K. Et je vais prendre n'importe quel T qui ne soit pas égal à 1. Donc, ici, je veux prendre voilà, n'importe quel T. B égale ça pour T qui n'est pas égal à 1. Et je vais vous montrer que ça ne commute pas. Donc, on va calculer AB. On va calculer vite fait. Donc, c'est 0, 1, 0. Ici, on aura
moins t, 0, puis des 0, et après on n'aura que des 1. Tout le reste est 0. BA, alors BA c'est légèrement différent. On aura T ici, donc 0, T, après des 0. Ici, après de la deuxième ligne, on aura moins 1, puis 0, puis que des 0, et après que des 1. Bon, je pris t n'est pas égal à 1, donc ça, c'est distinct. Eh bien, ça ne commute pas. Donc, les deux sous-groupes ne commutent pas. Donc, produit non direct. C'est produit semi-direct qui n'est pas direct. Et finalement, le dernier cas, pourquoi je voulais quand même traiter du cas spécial? Alors, nous, je reviens au cas spécial où K est égal à R et N est impair. Dans ce cas, on avait une autre version, GLN. K égale toujours SLN. K, produit semi-direct, mais maintenant, c'était tout simplement tous les T fois identité pour T dans. Maintenant, ça, en fait, ce groupe, c'est exactement le centre de GLN. Donc, ce qui est clair, c'est que chaque matrice ici commute avec toutes les autres matrices. Avec un peu plus de travail, on montre que c'est même exactement, que toute matrice qui commute avec toutes les autres matrices forcément appartient ici. Mais de toute manière, ce qui est évident, c'est que toute matrice ici commute avec toute autre matrice, et en particulier, toute matrice ici commute avec toute matrice là. Okay? Quel que soit A dans G, L, dans G, L, G, L, N, K, et quel que soit T dans R, tac, A fois T identité égale T identité fois qui égale à T. Donc, conclusion. Donc, en particulier, cela reste vrai. Ceci est vrai. Ceci est vrai. En particulier, pour A qui appartient à SLN. SLNR. En fait, ici, je devrais mettre partout R. Donc, ça, c'est R. Et ça, c'est R. Et ça, c'est... Hop. R. Et voilà. Et ça aussi, c'est R. Donc, les deux sous-groupes, celui-ci et celui-là, commutent. Donc, c'est un produit direct. Donc,
Il fallait insister un peu sur cet exemple, même si c'était un cas un peu exceptionnel, parce que celui-là nous permet d'écrire GLN comme produit direct de deux sous-groupes GLNR. C'est le produit direct de SLNR avec tous les T. Ce qui est, bon alors là, donc le premier on a dit c'est le noyau du déterminant, et le deuxième c'est en fait le centre de GLNR. Bon, le fait que ça soit exactement le centre, ça exige une preuve qu'on ne va pas donner maintenant, mais c'est bon, un exercice à part. Et, par contre, ça marche, quel que soit le cas, ça n'a absolument rien à voir avec R. Évidemment, tout cela, je vous rappelle, c'est pour N impair, sinon ça ne marche pas. Et voilà, je pense qu'on va arrêter avec ça.